et bienvenue dans Uncharted X. Je m'appelle Ben et dans cette vidéo, je veux partager avec vous quelques-uns de mes exemples préférés de preuves de l'existence d'anciennes formes de haute technologie, des marques d'usinage et des techniques de construction utilisées dans les constructions mégalithiques, à la précision et à la symétrie mesurable des artefacts anciens, grands et petits. Ces mystères persistants sont difficiles à expliquer de notre point de vue orthodoxe de l'histoire de l'humanité, souvent fabriqués à partir des formes les plus dures de la pierre naturelle. Ces objets et les techniques utilisées pour les fabriquer représentent une classe d'artefacts hors du commun qui semblent dépasser de loin les capacités connues et les outils des anciennes civilisations auxquelles nous les attribuons. Ces objets d'une précision étonnante nous viennent indéniablement d'un passé lointain, on les trouve sur des sites anciens. Pourtant, ils semblent souvent bien supérieurs aux travaux qui les entourent. La marque grossière est beaucoup moins précise, commune à tant de civilisations primitives ou de l'âge du bronze. Ces mêmes civilisations possédaient-elles également une forme de capacité avancée inconnue, ou les outils avancés nécessaires à la fabrication de tels objets? Je suppose que c'est possible, mais il n'y a aucune preuve de l'existence de tels outils dans les archives archéologiques. Et aucune trace n'a été laissée dans l'histoire de ces civilisations. Est-il possible que ces objets soient beaucoup plus anciens? Et que l'histoire de la civilisation sur cette planète soit plus longue que nous ne l'avons jamais cru? Les anciens, du moins tels que nous les connaissons, auraient-ils pu hériter de certains de ces objets et de cette architecture? Auraient-ils pu les trouver sacrés? Les ont-ils intégrés à leur culture et les ont-ils utilisés pour des rituels ou des cérémonies? Après tout, notre propre civilisation moderne a hérité de ces mêmes objets. Et nous les considérons toujours comme sacrés. Nous les utilisons encore aujourd'hui pour des cérémonies. La technologie qui est évidente dans ce type de travail de pierre est généralement rejetée comme n'étant pas pertinente, selon l'archéologie traditionnelle, mais elle est souvent considérée comme tout à fait remarquable par toute personne ayant l'esprit ouvert et la volonté d'appliquer une analyse de base des principes d'ingénierie qui ont dû être utilisés pour leur construction. C'est ce qu'ont fait de nombreux chercheurs et experts au cours des derniers siècles, et ils se disent souvent stupéfaits par ces réalisations anciennes. Et se demandent comment des cultures relativement primitives comme celle de l'âge du bronze ont réussi de telles prouesses. De l'éminent Serfin-Pitry dans les années 1800. L'une des premières personnes à appliquer les principes de l'ingénierie aux preuves de la précision du travail de la pierre dans l'Égypte ancienne, a une longue liste d'ingénieurs modernes comme Christophe Edun, de tailleurs de pierre comme Yusuf et Awan, des architectes comme Randall Carlson et bien d'autres chercheurs, tous experts en techniques de construction. Ils trouvent tous qu'il est très difficile de concilier ces réalisations avec les capacités connues de l'homme, cultures anciennes qui, selon les chercheurs, les ont pourtant créées. Leur découverte confirme l'idée qu'il pourrait bien s'agir d'objets qui ne sont pas à leur place, et qu'ils nécessitent un niveau de technologie bien supérieur à celui des cultures auxquelles nous les attribuons. En plus de mes propres observations, de mes propres voyages, c'est sur cette base, sur l'avis d'une longue liste d'experts qualifiés, et non sur les théories populaires de l'archéologie ou de l'anthropologie, que je considère moi aussi cette catégorie de travail de la pierre comme une preuve de l'existence de formes anciennes et inconnues de haute technologie, sur des sujets tels que l'ingénierie de précision, la fabrication d'outils et la construction à grande échelle. C'est vers ces personnes que nous devrions nous tourner pour obtenir l'avis de véritables experts, plutôt que celui d'universitaires titulaires qui écrivent des manuels sur les gens, les pratiques, les traditions et la vie quotidienne des cultures anciennes. Les archéologues n'ont pas tendance à écrire des livres sur la mécanique de précision. Il n'est pas du tout dégradant pour la profession de dire que beaucoup de ses membres n'ont généralement qu'un intérêt limité et certainement pas de compétences professionnelles en matière de technologie de construction. Même lorsque les aspects techniques ou technologiques des objets sont abordés par l'archéologie classique, c'est toujours les capacités connues des civilisations anciennes qui sont mises en évidence, ce qui conduit souvent à un raisonnement circulaire qui ne mène nulle part. Voici un exemple. Les monolithes de granit de l'Ancien Empire, comme les colonnes et les boîtes, ont dû être fabriqués à l'aide de burins en cuivre et de pierres à piler, car nous savons qu'ils en avaient, et il n'y a aucune preuve qu'ils aient été construits différemment. D'un autre côté, l'analyse des objets eux-mêmes et de la technologie nécessaire à leur fabrication est la preuve directe d'une telle capacité avancée. Après tout, nous avons les objets qui sont le résultat des outils, et nous avons les marques qui sont la signature des outils.
Pourtant, cette preuve est rejetée parce qu'aucun outil n'a été trouvé. Donc, les Égyptiens ont dû les fabriquer avec des burins en cuivre et des belles pierres à piler, car nous savons qu'ils en avaient. C'est un argument circulaire, et c'est une façon élégante d'éviter d'aborder les preuves réelles de la précision et de haute technologie dans ces objets anciens. Il suffit de demander où sont les outils et de s'en aller. Sans parler des preuves en quantité que nous avons de leur utilisation et qui sont représentées par les objets eux-mêmes. C'est pourquoi les archéologues se penchent rarement sur la fabrication de ces objets de précision, car les réponses risquent de bouleverser le statu quo raconté par l'histoire. Si vous posiez des questions sur l'analyse de l'intérieur des vases, nous ne nous sommes occupés que du contenu. Nous n'avons pas travaillé sur l'intérieur des vases, sur les techniques utilisées pour fabriquer les vases. Si les Égyptiens de l'Ancien Empire n'avaient pas la capacité de faire ce travail, alors qui l'a fait? Et quand de nombreux archéologues et anthropologues sont profondément attachés au maintien de ce récit de l'histoire, ils tirent leur pouvoir et leur autorité en tant qu'experts de cette histoire et de tous ses aspects. Le motif de protéger ce pouvoir et de résister au changement est quelque peu compréhensible, même si l'on admet qu'il est parfois frustrant. Après tout, résister au changement et maintenir le statu quo est la nature même de l'establishment. Avant d'entrer dans les détails et les exemples, je tiens à préciser le contexte car il y a certainement beaucoup d'interprétations de la façon dont la haute technologie ancienne peut être interprétée et des citations ou des termes comme celui-ci sont souvent utilisés à tort et à travers. Dans mon cas, c'est assez spécifique. Je parle des preuves de l'existence d'une technologie qui n'est pas explicable par les outils trouvés dans les archives archéologiques et qui n'est pas non plus explicable par ce que nous savons des capacités des civilisations anciennes. Je ne parle pas de lasers, de vaisseaux spatiaux, d'énergie mystique ou de cristaux. Je parle de preuves vérifiables et mesurables d'un outillage et d'un usinage avancé de type de pierre très dure, et les méthodologies de construction avancées qui ont dû être utilisées dans la création de diverses formes d'architecture ou d'artefacts mégalithiques anciens. Ces preuves ne se trouvent pas partout dans les civilisations anciennes, loin de là. Et l'un des facteurs distinctifs que j'illustrerai dans cette vidéo est précisément ce point, que très souvent ces preuves ou ces objets ressortent de façon frappante, contraste avec les niveaux relativement primitifs de la technologie dans les travaux anciens qui les entourent, ou même sur eux, comme c'est le cas pour une grande partie des hiéroglyphes qui ont été profondément gravés sur des objets de précision comme les boîtes et les statues de l'Égypte ancienne. Je tiens également à préciser pourquoi je pense que cet ensemble de preuves est important, car elle va à l'encontre de l'histoire du développement de la civilisation telle que nous la connaissons. Il s'agit d'un élément important de la formulation d'un argument plus large, celui d'une réévaluation des racines de la civilisation humaine, avec l'idée que nous nous sommes déjà élevés et que des catastrophes nous ont déjà fait tomber. J'ai des vidéos spécifiques sur plusieurs autres aspects de cet argument. Des choses comme le cataclysme du Young Dryas, l'extension de la chronologie humaine, ou même ce que les anciens eux-mêmes ont dit de leur propre origine. Les anciens Égyptiens et Sumériens ont tous deux fait remonter leur civilisation à des dizaines de milliers d'années plus loin que ce que nous leur attribuons, et il serait bien difficile de trouver une culture ancienne qui n'avait pas de maïs, de feu, de déluge ou de cataclysme dans ses propres récits d'origine. Événements que leurs dieux ou ancêtres avancés ont à peine vécus et à cause d'eux ont été contraints de redémarrer la civilisation. La science moderne valide les preuves du catastrophisme et les grains de vérité que contiennent ces histoires. Le catastrophisme fait désormais partie du courant dominant de la science de la Terre, mais son impact n'a pas encore été véritablement ressenti en ce qui concerne les implications culturelles et les sciences humaines comme l'histoire ou de l'archéologie. Pendant les années 90, nous constatons cette acceptation du catastrophisme de l'histoire ancienne, et c'est ainsi qu'au moment où nous arrivons au tournant du millénaire, en l'an 2000, le catastrophisme est maintenant un paradigme accepté dans l'histoire de la Terre, mais pas nécessairement dans l'histoire de l'humanité. Je dirais que c'est la prochaine étape d'évolution du catastrophisme. C'est reconnaître son rôle dans l'histoire de l'être humain sur Terre. Et cela nous conduit directement à la question de savoir pourquoi. Par exemple, nous ne trouvons pas de preuves tangibles au sujet des anciennes civilisations technologiques avancées que les critiques veulent voir avec tant d'insistance. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est devenu clair pour moi,
en leur parlant, en lisant ce qu'ils ont écrit et eux, en les voyant, vous savez, sur divers lieux, qui ne comprennent pas l'ampleur de ces événements mondiaux. Ils ne comprennent pas à quel point l'événement du Young Dryas est extrême, et les chocs avant et après qui y sont associés. Je pense que cette preuve de la haute technologie ancienne est un élément essentiel de l'argument global en faveur d'une réévaluation de l'histoire de l'humanité et de nos origines, et pour moi, c'est un indicateur d'un passé à la fois plus long et beaucoup plus complexe que celui que nous acceptons généralement. Vous savez, celle qui dit que la civilisation humaine n'a vraiment commencé qu'il y a environ 6000 ans. Même dire cela à ce stade me semble un peu ridicule, mais c'est en effet toujours la position orthodoxe. Sans faire dérailler cette vidéo, je tiens à faire une remarque ici, car je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de penser « Attendez, la découverte et la datation de Göbekli Tepe avec sa datation au radiocarbone vieille de 11 000 ans et son enfouissement délibéré n'ont-elles pas repoussé la date de la civilisation humaine ?» On pourrait le penser, et moi et beaucoup d'autres le pensent certainement. Mais si vous aviez suivi le débat dominant tel qu'il est, ou si vous recherchez la page de Göbekli Tepe sur ce bastion de la pensée de groupe de l'establishment qu'est Wikipédia, vous verriez que le site est toujours attribué à des cultures de chasseurs-cueilleurs néolithiques. L'archéologie courante, voyez-vous, plutôt que de risquer de se tromper sur leur précieux récit de l'histoire, une histoire dont découle toute leur autorité académique et leur titularisation, a simplement changé la définition de ce que signifie être un chasseur-cueilleur, comme si l'un des plus grands sites mégalithiques du monde, avec des centaines de piliers et de cercles de pierre réalisés avec expertise, dont certains piliers individuels ayant leur poids allant de 10 à 50 tonnes, comme si tout cela avait été fabriqué par des tribus nomades sauvages vêtus de pagne comme une sorte de passe-temps de fin de semaine. Vous savez, les garçons se réunissent, vont camper, s'éloignent des enfants, font un peu de sculpture sur roche, ce genre de choses. C'est ridicule. Le site nécessite manifestement une véritable civilisation pour avoir été construit. Il faut manifestement des décennies de formation et d'expertise pour l'extraction, le façonnage et les œuvres d'art réalisées dans la pierre. Il fallait évidemment une base de population importante et une culture diversifiée et organisée pour soutenir de telles activités. Nous savons maintenant que Göbekli Tepe représentait peut-être quelque chose d'encore plus important et d'encore plus profond. Son œuvre d'art semble représenter un système de datation et pourrait contenir un enregistrement du cataclysme de Young Dryas lui-même, ainsi que d'autres événements cosmiques de l'époque. Le docteur Martin Sweatman, auteur de Prehistory Decoded, a découvert un lien étroit entre les œuvres d'art de Göbekli Tepe et l'alignement des constellations en remontant le temps, y compris ce qui semble être un lien avec les comètes du Young Dryas ou les corps cosmiques eux-mêmes. J'ai interviewé Martin sur cette chaîne, et il a une excellente série de vidéos sur sa chaîne YouTube. Pour tous ceux qui s'intéressent à son travail ou à la science du Young Dryas en général, vous trouverez des liens ci-dessous, ou vous pouvez juste acheter son livre. Je pense que Feklo Schmidt, qui a été le directeur des fouilles à Göbekli Tepe pendant de nombreuses années, je pense qu'il savait que ce site représentait la civilisation, mais il était très prudent pour ne pas risquer sa carrière d'archéologue. En remettant en question le statu quo de l'histoire avec une revendication directe contre elle, au lieu de cela. Il a dit qu'il s'agissait d'une transition entre les chasseurs-cueilleurs et la société agricole. Ce qui, à mon avis, est une façon détournée de parler de civilisation. Tel est l'état de l'archéologie moderne. Lorsque de nouvelles idées ou de nouvelles données remettent en question le statu quo, des choses comme la preuve de l'existence du Young Dryas ou d'une autre technologie inexplicable, ou même les choses que les cultures anciennes ont dites à propos de leurs propres ancêtres, ces idées sont d'abord ignorées, puis attaquées, le plus souvent en s'attaquant à l'homme et non à l'argument. Si l'attaque de l'argument échoue, alors le contexte autour de la preuve est tordu, de telle sorte qu'ils deviennent essentiellement dénués de sens pour le récit de l'histoire. Il suffit de regarder le traitement que Graham Hancock a reçu de la part des académiciens tout au long de sa carrière, pour le crime d'avoir réussi à soulever de telles idées et à ouvrir tant d'esprits à travers le monde. Très récemment, il a fait l'objet de 27 pages d'arguments de l'homme de paille et ad hominem et d'attaques de la part du professeur John Hoops et de la Society of American Archaeology. Ces articles visent principalement le nouveau livre de Hancock, America Before, mais plutôt que de s'attaquer directement aux spécificités de ces arguments, ils cherchent à réinitialiser le contexte qui l'entoure en présentant tout cela comme une sorte de tradition ésotérique marginale qui ne mérite pas d'être prise au sérieux. Invoquer Bigfoot,
d'anciens extraterrestres, l'Atlantide et toutes sortes de choses qui n'ont vraiment rien à voir avec le livre de Hancock. Les articles tentent de discréditer tout ce qui n'a pas été écrit à l'intérieur du lieu sûr qu'est le milieu universitaire, comme de la pseudoscience ou de la pseudo-archéologie. Non seulement cela, mais Hoopes a également jugé bon d'attacher le pire type. Le travail de Hancock et l'ensemble du domaine de la recherche historique non conventionnelle font l'objet de sifflements d'indignation de la part des chiens. J'ai été véritablement consterné en lisant cela, et j'ai ressenti le besoin de déconstruire ces articles et leurs sophismes logiques en profondeur lors d'un de mes récents live streams, et vous trouverez un lien vers celui-ci ci-dessous. Hoopes et les membres de l'establishment ont également travaillé activement sur les réseaux sociaux pour discréditer l'hypothèse de l'impact cosmique du Yama Dryas, comme si ce n'était rien de plus que le recyclage d'anciens mythes de comètes ésotériques ou des livres catastrophistes des années 1800, écrits bien avant que le concept de tectonique des plaques ne soit connu. Oui, les gens parlent des comètes depuis longtemps, et pour de bonnes raisons, demandez aux dinosaures. Mais les récits du passé n'ont rien à voir avec les travaux scientifiques modernes, qui découvrent la vérité sur l'événement du Yama Dryas. Hoopes choisit d'ignorer complètement les centaines d'études scientifiques révisées par leurs pairs qui ont été publiées depuis 2007, date à laquelle la théorie a été proposée pour la première fois. Et ce faisant, il discrédite les dizaines de scientifiques qualifiés qui sont à l'origine de ce travail. George Howard et Mark Young ont dressé une liste exhaustive de tous les articles scientifiques concernant l'impact cosmique du Yama Dryas. Cette liste figure dans une bibliographie sur le site web de Cosmic Task, et c'est tout ce que la bibliographie est. C'est une liste avec des liens vers les articles individuels. Elle comprend les articles relatifs à l'hypothèse de l'impact, ce qui représente la majorité des articles, et il inclut également ceux qui s'y opposent ou qui critiquent la théorie. Bien que n'étant impliqué dans aucun de ces articles, ni même dans les disciplines scientifiques qui en sont principalement à l'origine, Hoopes insiste pour qualifier cette bibliographie de partiale et, de son siège élevé d'universitaire, recommande de vive voix et à plusieurs reprises qu'au lieu d'examiner les preuves scientifiques, le public ne devrait lire que l'entrée concernant l'impact cosmique du Yama Dryas qui se trouve sur Wikipédia, car il prétend qu'il s'agit d'une source vraiment impartiale. Il n'est peut-être pas surprenant que cette entrée de Wikipédia s'éloigne également de la littérature scientifique. Elle invoque Graham Hancock, Ignatius Donnelly, et suggère que toute la théorie est une idée recyclée par de soi-disant auteurs marginaux, et il s'en faut de peu qu'elle ne qualifie l'ensemble de pseudosciences. C'est peut-être parce que c'est le professeur Hoopes lui-même qui a écrit cet article. Il suffit de cliquer sur l'historique des révisions du document sur Wikipédia et la preuve est là. C'est culotté, je le reconnais, mais il doit vraiment penser que le grand public comme vous et moi est plutôt stupide. Parce que je ne pense pas pouvoir trouver un meilleur exemple de partialité de l'establishment académique que celui-ci. Dans un autre live stream récent, j'ai creusé l'histoire de ce document et George Howard a publié un nouvel article très intéressant sur Cosmic Task qui montre comment John Hoopes a essayé de discréditer l'impact cosmique du Yama Dryas. Les liens vers ces deux articles se trouvent ci-dessous. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un exemple isolé de partialité et de manipulation de l'establishment qui est employé pour maintenir le statu quo de l'histoire. Dans mon documentaire sur les anciennes percées tubulaires égyptiennes, j'ai montré comment Christophe Edun a confirmé les affirmations de Flynn Despetriers qui affirme qu'il existe une rainure en spirale sur la fameuse carotte de forage numéro 7. Et ces rainures indiquent une technologie avancée, et ces rainures ont été à la fois mesurées et confirmées par Dun avec des outils modernes. Je montre également comment Dun a exposé tout l'argumentaire de l'establishment contre les affirmations de Petrie, se résumant à quelques photographies délibérément manipulées et inclinées dans un manuel. Ces photographies ont été inclinées afin que le sillon paraisse horizontal sur la page plutôt que spiralé. Ceci étant fait citer comme une source faisant autorité dans d'autres manuels scolaires grand public. Vous voyez, il n'est pas acceptable que de nouvelles découvertes ou preuves scientifiques viennent bouleverser le discours dominant. Les pages de Wikipédia sont modifiées, les photographies sont inclinées et Göbekli n'était rien de plus qu'un terrain de jeu de week-end pour des chasseurs-cueilleurs qui s'ennuyaient. Bon, fini les dérives. Passons à quelques exemples de haute technologie ancienne. J'ai regroupé ces exemples en catégories, et cette vidéo sera divisée en deux parties afin de couvrir le plus grand nombre possible d'entre eux. Et je veux commencer par les preuves d'usinage. Par ce terme, j'entends les marques et les indications d'outils avancés qui ont été utilisés pour couper ou façonner des blocs de pierre et des objets. Et ces outils n'ont définitivement pas été trouvés dans les archives archéologiques. Les exemples prennent la forme d'entailles de scie et de marques d'usinage, ainsi que de trous de forage tubulaires et de carottes.
des stries et des lignes plus ou moins fines qui indiquent des degrés d'usinage. Un grand nombre d'objets portant de telles marques proviennent de sites dont on sait qu'ils existaient pendant la période de l'Ancien Empire de l'Égypte ancienne ou d'autres régions du monde qui possédaient également une technologie équivalente à celle de l'âge du bronze, généralement sans accès à des outils en fer ou en acier. Les outils trouvés qui proviennent de ces périodes sont des outils à main primitifs, couteaux en silex, burins en cuivre ou en bronze, herminettes ou pilons en pierre. Ceux-ci ne produisent pas de marque d'usinage, et il est clair qu'aucun d'entre eux n'était mécanisé ou motorisé. De plus, on ne pense pas que l'Ancien Empire ait eu accès à la roue, et pourtant, dans de nombreux sites de l'Ancien Empire, nous pouvons voir les preuves de l'existence d'outils précis et puissants, qui fonctionnaient certainement selon des principes impliquant la roue, et qui semblent avoir coupé des matériaux incroyablement durs comme le granit, la diorite ou le basalte avec une apparente facilité. Certaines de ces marques d'usinage ont laissé des arcs consistants et mesurables, des arcs que nous pouvons utiliser pour estimer la taille des scies, et ces outils devaient être vraiment monstrueux. Ils devaient aussi fonctionner en utilisant une sorte de mécanisme. Peut-être mon exemple préféré de ce qui ne devait être qu'une énorme scie circulaire, ou peut-être une scie à balancier, se trouve sur le site d'Abusir de l'Ancien Empire. Ce bloc mégalithique de basalte se trouvant devant l'une des nombreuses pyramides de ce site ressemble à beaucoup d'autres que l'on trouve ici, mais une examination attentive révèle des caractéristiques étonnantes. Le sommet de ce bloc, bien qu'altéré par des millénaires passés dans le désert, a clairement été coupé par une lame qui présente un arc de cercle très distinctif. Elle a laissé des stries et des rainures évidentes sur son passage, indiquant une vitesse de coupe rapide à travers ce matériau très dur, et un peu d'eau versée sur le bloc montre très clairement ces marques. Le bloc semble ne pas avoir été coupé sur toute sa longueur, ce dont nous avons la chance d'avoir la preuve, car il semble également que le bord soit remarquablement fin, seulement quelques millimètres de matière, comme en témoigne la lèvre laissée sur le bord de ce bloc. Regardez l'arc vers la scie et essayez simplement d'imaginer le diamètre de l'outil s'il s'agissait bien d'une scie circulaire. Elle peut avoir eu un diamètre de 8 ou 9 mètres, soit 25 pieds ou plus. En taille de scies qui ont laissé des arcs précis ont été estimés par Christophe Dunn, ont dû être faites par des scies d'un diamètre allant jusqu'à 11 mètres, soit plus de 30 pieds. Des outils à main primitifs en cuivre. En effet, je pense que ce bloc en particulier n'a jamais été tout à fait terminé, et il me semble probable que beaucoup d'autres blocs de basalte qui font partie des sols et des murs mégalithiques de ce site ont probablement été coupés de façon similaire et ont ensuite été polis jusqu'à atteindre un niveau de planité étonnant, ce qui a fait disparaître les rainures et les marques de stries de la coupe. Ces types de scies de grand diamètre ont également été utilisés sur de nombreux autres blocs à Abusir, et nous voyons leurs marques à bien d'autres endroits. À Gizeh et sur d'autres sites, nous avons de réelles coupes de scies qui ont été commencées et non terminées. Le sol en basalte allé de la Grande Pyramide porte plusieurs marques de ce type. Un examen minutieux de la boîte en granit à l'intérieur de la chambre du roi de la Grande Pyramide révèle également les stries et les marques des grandes scies qui ont été utilisées pour la couper et la façonner. Cherchez les surfaces planes sur le dessus de cette boîte à l'intérieur de la chambre du roi, ainsi que les lignes à peine visibles qui indiquent le processus d'usinage, qui sont gravées sur le côté de cette boîte pendant que tu profites de la résonance épique de cette pièce étonnante. Combien de 60 tonnes. Chacun pèse noir. Quand il s'agit de ce type de boîte, ces scies géantes étaient évidemment aussi utilisées pour découper les couvercles dans le même bloc de pierre que les boîtes elles-mêmes. Et au musée égyptien du Caire, on peut trouver ce qui est connu sous le nom de la boîte inachevée. Elle comporte une énorme entaille de scie montrant comment le couvercle a été retiré de l'arrière du bloc de pierre. J'ai également vu des photos de marques de scies circulaires faites dans la pierre à Tiwanaku et à Pumapunku en Bolivie. Mais je n'arrive pas à retrouver les photos que j'ai vues malgré de nombreuses recherches.
Vous pouvez peut-être m'aider dans la section des commentaires ci-dessous et m'indiquer certains de ces exemples. C'est certainement quelque chose que je chercherai la prochaine fois que je visiterai cet endroit incroyable. Et pour rappel, l'utilisation de scies circulaires comme celle-ci n'est pas la méthode habituelle utilisée par les civilisations pour extraire la pierre, jusqu'à ce que nous entrions dans l'ère de la mécanisation moderne. De nos jours, nous utilisons en effet d'énormes scies circulaires, des scies oscillantes ou d'autres types de scies mécanisées pour couper le granit. Mais jusqu'à il y a à peine une centaine d'années, la technique utilisée sur le terrain pour couper le granit était bien différente et bien plus primitive. Nous voyons ces marques primitives d'exploitation de carrières partout, car les anciens monuments de pierre égyptiens ont été utilisés comme carrières pendant des millénaires. De petits creux sont d'abord creusés dans la roche, généralement à l'aide de burins en acier, et cela forme quelque chose qui ressemble à une ligne en pointillé. Vous pouvez voir cela sur tous les sites égyptiens et sur de nombreux blocs. Après avoir sculpté cette ligne, du bois est inséré dans ces interstices, puis mouillé. Le bois se dilate, le bloc se fissure, avec un peu de chance, et se fissure le long de la ligne de carrière elle-même, et voilà, vous avez un morceau de granit. Les marques de scies circulaires qui ont clairement été utilisées pour couper de gros blocs de pierre ne correspondent à aucune technique connue dans le monde antique, mais elles semblent indiquer une certaine forme de mécanisation, semblable à la nôtre. Lorsque nous voyons ces marques, il n'y a pas vraiment d'explication classique sur la façon dont elles ont été faites dans l'Antiquité, si ce n'est l'idée d'une sorte de scie en cuivre ou en bronze poussée par deux hommes, d'avant en arrière, en utilisant du sable ou un autre matériau abrasif pour broyer lentement, très lentement la pierre. Bien que cette technique finisse par user la pierre, il s'agit plus d'un mouvement de meulage que d'un mécanisme de coupe. Et il y a vraiment plusieurs problèmes avec l'idée que ce type de scie a fait ce genre de marque. Tout d'abord, le plus évident, c'est qu'elle ne laisse rien de semblable aux marques que l'on trouve sur des blocs comme celui d'Abusir, car il s'agit d'un processus de meulage et non de découpage comme sur ce bloc. Ces marques sont toutes consistantes en termes de rayons, cet outil n'a pas été beaucoup déplacé par rapport au bloc. Tout semble avoir été maintenu très fermement pendant que la scie progressait dans la coupe. La très petite largeur de la lame, comme l'indique le rebord au bout de cette coupe, rend impossible la fabrication d'une telle scie à partir d'un matériau tendre comme le cuivre ou le bronze et parviennent malgré tout à couper du basalte. Ensuite, il y a les problèmes évidents. Cela prendrait tout simplement beaucoup trop de temps pour broyer tous ces blocs de cette façon, et beaucoup des blocs qui semblent avoir été coupés de cette manière sont beaucoup trop grands pour avoir été taillés à la main avec des outils primitifs comme des scies en cuivre. Ce bloc de basalte ici à Abusir n'est pas très grand. Imaginez que vous essayez de scier ou de broyer quelque chose qui fait d'un 10, 11 ou jusqu'à 20 pieds de long. Ou même plus, comme les grandes dalles de granit qui se trouvent dans la grande pyramide ou les grandes boîtes du Sérapum. Et tu peux rapidement voir les problèmes que pose l'idée de faire ce genre de choses à la main avec des scies en cuivre. La preuve la plus déconcertante de l'existence d'une forme d'usinage avancé provient d'une fameuse plaque de granit trouvée sur le site de l'ancien empire d'Abu Rawash. Elle présente les mêmes marques de scie circulaires, ces rainures circulaires que nous avons vues sur le bloc de basalte à Abussia. Mais elle semble également avoir été soumise à un processus d'usinage en 2 étapes au moins. La scie a été utilisée pour découper horizontalement le bloc, comme nous le voyons dans cette séquence, et elle a laissé les mêmes marques de scie que celles que nous avons vues sur le bloc à Abusir. Cependant, elle présente également un rebord usiné qui a été découpé verticalement dans cette surface de coupe, comme si une très grande scie circulaire ou une roue avait été utilisée pour découper seulement une petite partie verticalement. Comme le montre l'arc concave, léger mais constant de cette deuxième coupe, il s'agit d'une signature mécanique très complexe qui n'aurait pas pu être faite avec des outils manuels et franchement j'ai du mal à imaginer comment cette série de coupes a été réalisée. Christophe Edun a réalisé une excellente étude de ce bloc à Abu Rawash, ainsi que les autres preuves de l'existence de méga-machines dans son livre Lost Technology of Ancient Egypt, technologie perdue de l'Égypte ancienne. J'ai l'intention de mener des enquêtes plus détaillées sur les spécificités de ces marques de scie circulaires à l'avenir et de leur donner un traitement similaire à celui que j'ai fait pour les forêts tubulaires. Mais mon intention dans cette vidéo est de couvrir un large éventail d'exemples de haute technologie et d'essayer de ne pas trop me perdre dans les détails. En parlant de percées tubulaires ou de carottage, il s'agit d'un autre exemple de marques d'usinage qui ne peuvent pas être expliquées par les outils ou les techniques utilisées dans les archives archéologiques. Encore une fois,
Nous avons la preuve de l'existence d'outils avancés qui semblent avoir coupé des matériaux durs comme le granit à une vitesse bien supérieure à celle que nous pourrions atteindre, même à l'époque moderne. Et si vous souhaitez obtenir des éclaircissements sur cette affirmation, je vous invite à regarder le documentaire qui lui est consacré sur ma chaîne, vous trouverez un lien ci-dessous. J'ajouterai que nous avons des preuves de l'existence de carottage ou de percées tubulaires dans d'autres parties du monde, notamment en Amérique du Sud. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une découverte courante, il y a de nombreux exemples de grandes carottes, blocs de forage et trous dans l'andésite et le granit de structures telles que le Coricancha à Cusco. J'ai vu des rapports et des images de trous percés dans la pierre dans le monde entier, y compris en Europe. Et je pense que tous ces exemples pourraient bénéficier de tests IDAR ou d'imagerie hyperspectrale afin d'aider à découvrir leurs secrets. Même à Pumapunku, qui est un site que nous aborderons dans la deuxième vidéo, il y a de nombreux exemples de minuscules trous de forage enfoncés dans l'andésite. Il ne s'agit peut-être pas de trous de carottage, mais ils sont quand même remarquables par leur précision et leur placement presque délicat. De l'autre côté de l'échelle, certains de ces diamètres de perçage tubulaire semblent presque impossibles à atteindre, certainement bien trop grands pour qu'on puisse même envisager de les faire à la main. C'est le cas de cet incroyable coffre conservé au musée égyptien dans lequel 4 trous de forage tubulaire massifs ont été percés. Ces forêts tubulaires ont également été utilisées pour fabriquer des objets très complexes, comme celui-ci qui est un trou de forêt tubulaire, qui a été percé dans une carotte provenant d'une perceuse tubulaire plus grande, qui est également conservée dans un musée. Ce bloc présenté par Yusuf et Awan était du moins la dernière fois que nous l'avons vu situé à Gaïzé. C'est un autre exemple de trou percé dans une pièce plus grande qui pourrait en fait provenir d'une autre perceuse tubulaire. Malheureusement, ce bloc a disparu, il n'est plus à Gaïzé et du moins nous ne l'avons pas trouvé. Il s'agit là d'une situation trop fréquente où les preuves ne correspondent pas vraiment à la narration dominante. En utilisant uniquement la main-d'œuvre et des outils manuels comme des pierres à marteler ou des scies et des burins, il faut littéralement des jours d'effort pour broyer une très petite quantité de matériaux dans les pierres très dures comme le granit ou la diorite. Pourquoi alors trouve-t-on des preuves évidentes de coupes excessives dans tant d'objets et de dalles? Nous trouvons ces coupes excessives sur les statues de précision de l'Égypte ancienne. On retrouve ces coupes excessives sous les bras ou au bord du siège. Tu as aussi tendance à voir des trous de forage tubulaires percés entre les pieds. Il y a d'autres marques d'usinage qui semblent indiquer qu'une certaine forme de processus industriel puissant a été utilisé pour façonner et finir la pierre. L'un des meilleurs exemples est cette remarquable dalle cachée dans un coin à Abussia qui porte de nombreuses marques de ce type. Des lames ou des scies ont plongé dans le matériau, puis sont ressorties et les courbes ont été ajustées. Je ne peux décrire ce bloc que comme ayant été usiné. Il est très plat, ses coins et ses angles sont très précis. Et il y a des marques d'outils mécaniques partout dessus qui semblent avoir été faites avec précaution. Même l'extrémité de cette dalle semble avoir été coupée et l'on peut voir où la pierre a été brisée. Et regardez la planité des surfaces et la netteté des angles. J'espère vraiment que cette dalle sera laissée là où elle est. Elle semble suffisamment petite pour pouvoir être emportée assez facilement. Et j'ai hâte de l'examiner une fois de plus lorsque nous visiterons de nouveau Abusir plus tard cette année. Il y a une autre dimension de l'usinage que je voudrais aborder, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Il s'agit du polissage ou de la finition des objets en pierre fabriqués avec précision. Encore une fois, nous parlons principalement des boîtes et des statues. Dans de nombreux cas, la pierre a été travaillée au point de refléter la lumière, ce qui n'est pas une caractéristique naturelle de la granodiorite ou d'autres pierres dures. Il faut la travailler longuement pour qu'elle atteigne ce stade. Il semble que plusieurs étapes de finition soient nécessaires pour obtenir cette finition miroir. Et ce processus est le mieux illustré par les imposantes boîtes d'une seule pièce qui sont entreposées dans les catacombes souterraines du Serapeum de Saqqara, alors que la plupart de ces 24 boîtes géantes ont été finies jusqu'à atteindre un poli presque miroir. Plusieurs d'entre elles présentent différents stades de polissage, ce qui rend l'ensemble d'autant plus remarquable que cela indique que ce travail de finition a vraisemblablement été effectué en situation sous terre et dans des locaux très étroits. Ce géant noir, granit, l'une des plus grandes boîtes du complexe, complète avec son couvercle massif, est caché dans un coin généralement interdit au public et a été fabriqué avec précision, mais n'est pas tout à fait fini. Peut-être parce qu'il y a eu une fissure à l'extrémité ici. Cette boîte montre l'étape de l'usinage grossier du travail.
qui a été suivi d'un processus beaucoup plus fin qui a aplani la surface, mais ne l'a pas vraiment poli. Le couvercle a presque atteint, comme un stade final de lissage. Donc tout ce dont tu avais besoin après ce niveau, c'était de le lisser. Et ensuite, Cette étape de finition presque polie peut également être observée sur le dessous des couvercles des autres boîtes ou sur d'autres surfaces des boîtes qui n'étaient pas destinées à être entièrement polies. Et un examen minutieux révèle des lignes très fines ou des marques d'un outil qui a dû être utilisé à ce stade. Ici aussi, nous avons d'autres marques d'usinage. Probablement, la dernière couche, nous avons vu comment l'usinage grossier a atteint un certain point. nous n'avons plus de marques d'usinage ici. Regardez ici. Ligne fine. Si tu peux l'amener avec la caméra, tu vois qu'il y a des lignes fines. Vous les voyez? Oui. Cela ressemble au processus final ou à l'étape finale du lissage, avant de lui donner le vernis brillant. Donc le brillant, et tu le vois ici aussi. C'est presque une vitrification. Non, tu as déjà entendu ce terme. On dit la même chose, beaucoup la même chose à propos des pierres du Pérou, comme celles qui ont été transformées. Oui, c'est vitrifié. Tu peux voir qu'il y a presque une couche de granit sur le dessus, qui est poli comme si c'était cette couche. Enfin, nous avons l'étape du polissage proprement dit qui amène le matériau au point de réfléchir la lumière. Même lorsqu'elles sont couvertes de poussière, la nature parfaite de la finition de ces boîtes est vraiment remarquable, particulièrement dans certains des espaces intérieurs des boîtes qui semblent avoir été polis presque entièrement. Parfaitement. Si tu as vu ma série sur Appium, tu sauras qu'il existe des preuves étonnantes qu'un liquide a pu être utilisé pour obtenir cette finition. Tu peux voir ici les marques laissées par ce qui semble être des gouttes de liquide sur le dessous du couvercle. Un liquide. Une sorte de liquide. Donc le liquide s'écoule ici et forme ces lignes avec des gouttes. Il ne s'agit pas d'un vernis ou d'un cirage, du moins pas comme nous les connaissons, et de nombreuses personnes m'ont suggéré que ce n'est pas ce que c'est parce que ces marques d'accumulation de liquide qui sont montrées ici, elles sont nettement plus lisses que le matériau environnant. Il ne s'agit pas d'un processus ni d'un produit chimique que nous connaissons. Nos blocs de granit et les dalles que nous utilisons sont polis à l'aide d'appareils mécaniques et de différents niveaux de granulométrie, avant d'être expédiés chez vous et installés comme comptoir de cuisine. L'explication orthodoxe de ce polissage met bien sûr au premier plan les capacités primitives des anciens Égyptiens. Les universitaires affirment que ce polissage a été effectué simplement en frottant du sable et des roches sur la surface. Bien que cela semble assez ridicule, il pourrait en fait s'agir d'une technique plausible pour polir une surface plane, sans se soucier de la façon dont la surface plane a été obtenue au départ. Mais même s'il a fallu des années pour y parvenir, ce n'est tout simplement pas réaliste si l'on considère la vaste gamme de surfaces non planes. Il y a de nombreuses surfaces complexes et irrégulières sur ces objets, qui ont été polies tout aussi bien que les parties plates. Il n'y a pas que les boîtes qui sont polies, nous constatons également un degré de finition très fin. Sur de nombreuses statues, un grand nombre d'entre elles se trouvent aujourd'hui au musée égyptien du Caire. Et beaucoup d'entre elles sont fabriquées à partir de pierres encore plus dures que le granit. Remarquez que chaque surface est polie et que, dans certains cas, la réflexion de la lumière est utilisée pour souligner des caractéristiques, comme la cage thoracique de cette statue ou la poitrine de ce personnage assis. L'intérieur des ongles est poli, le motif artistique de la fleur de lotus sur le côté du trône ici est poli, et cette finition polie, qui, lorsqu'elle est montrée à côté de l'écriture, nous montre l'une des contradictions les plus évidentes quant au du niveau variable des technologies que nous observons dans l'Égypte ancienne. La technologie qui se reflète dans l'écriture sur cette statue n'est pas une technologie de pointe, ne reflète pas du tout la technologie qui a été utilisée pour fabriquer la statue elle-même, elle n'en est même pas proche. C'est l'une de ces choses qu'une fois que tu l'as vu, tu ne peux pas facilement t'en défaire parce que l'on commence à le remarquer partout. Les glyphes gravés sur ces objets montrent la signature et les marques que les ciseaux à main laissent lorsqu'ils sont utilisés sur la pierre de cette manière. Par rapport à l'objet lui-même, l'écriture est généralement toujours un travail assez grossier. Les constructeurs avaient manifestement la capacité de polir n'importe quelle surface sous n'importe quel angle, comme je viens de le montrer, et pourtant, les écritures ne sont jamais polies, même dans les grands symboles avec beaucoup d'espace.
Regardez cette boîte, par exemple. Bien qu'elle soit très abîmée par les intempéries, on peut encore voir la lumière qui se reflète à sa surface. Pourtant, bien qu'il soit entièrement recouvert de hiéroglyphes, tu peux voir la nature évidente de l'outil manuel du travail. Et comment les écritures ont été faites en écaillant la pierre à polie. Regardez l'écriture sur cette boîte dans le Serapeum, nous l'avons déjà examiné auparavant. Mais j'aime bien faire remarquer que si les constructeurs pouvaient faire des lignes parfaitement droites dans l'objet lui-même, ils pourraient faire des coins parfaitement carrés comme ceux que l'on voit à l'intérieur. Alors pourquoi n'ont-ils pas réussi à tracer une ligne droite à l'extérieur de la boîte? La réponse la plus simple est que l'écriture est probablement venue plus tard et qu'elle a été réalisée par une civilisation qui n'avait pas la même capacité à travailler la pierre. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'accepter? À cause de la perfection de l'usinage. Tu ne peux pas être celui qui fait cette chose, qui mettrait au défi les ingénieurs d'aujourd'hui. Et ensuite, tu es mis au défi rien qu'en ajoutant les écrits dessus. Surtout que nous avons vu beaucoup de bons exemples de reliefs dynastiques égyptiens. Et des reliefs profonds et des hauts-reliefs. Écrits supérieurs. Et nous en connaissons le processus et les outils. À mon avis, en tant que sculpteur sur pierre et quelqu'un qui a étudié la question, je n'ai pas vraiment vu d'écriture en hiéroglyphes. Même ceux de la meilleure qualité, que j'aime tant. Relief ou relief profond qui reflètent l'utilisation d'outils mécaniques. Je l'ai vu dans des statues, dans des boîtes et dans des dalles, mais je ne l'ai pas encore vu dans... Aucun n'est écrit. Je sais comment cela a été fait. Ça a été fait manuellement. Voici mon ami Yusuf Eawan, c'est un maître tailleur de pierre, un chimiste, et le fils du légendaire gardien de la sagesse indigène Hakim El Eawan. Et il a étudié ces objets et l'Égypte ancienne toute sa vie. Il comprend mieux que quiconque ce qu'il faut vraiment pour travailler et sculpter la pierre, à la fois à la main et à l'aide d'outils mécaniques, et il sait vraiment de quoi il parle. Je respecte beaucoup son point de vue et ses connaissances, et je suis d'accord avec lui en ce qui concerne le niveau de technologie que nous voyons dans l'écriture. Il y a ici une certaine nuance à expliquer. La civilisation égyptienne dynastique a duré très longtemps, plusieurs milliers d'années. Ils ont fini par développer des outils en fer, et bien que cela se soit produit longtemps après l'Ancien Empire, ils ont certainement développé la capacité de faire un travail très fin dans la pierre dure. J'imagine qu'être scribe ou sculpteur sur pierre et écrire des hiéroglyphes c'était un métier qui durait toute la vie, et qu'il fallait des dizaines d'années de formation pour devenir vraiment compétent. Cette maîtrise de l'écriture s'étendait même à l'effacement des anciens glyphes et des répliques, les remplaçant. Ce processus est bien démontré par un exemple ici à Tani, sur ce fragment d'obélisque. Vous voyez comment le glyphe de l'oiseau se fond dans l'écriture. Je pense que c'est la raison pour laquelle Ramsès du Romain semble avoir apposé son nom sur tout. Une fois qu'il l'a marqué, c'était à lui pour toujours, et nous lui attribuons encore des statues et des monuments à n'en plus finir, alors que je pense que la vérité est plutôt qu'il a été le dernier à écrire son nom sur quelque chose qui était bien plus ancien. Il ne fait aucun doute que certaines des sculptures réalisées sur les obélisques et les statues sont vraiment excellentes. Elles sont très nettes et bien définies, en particulier sur les obélisques, comme cet exemple au temple de Karnak. Cependant, comme l'a dit Yusuf, même avec ces exemples, il sait comment cela a été fait, et cela a été fait avec des outils manuels. Il a vécu et voyagé en Égypte toute sa vie, et il n'a jamais vu d'écrit qui reflète l'usinage ou l'utilisation d'outils mécaniques. Nous voyons cependant cette preuve sur les objets eux-mêmes, sur les boîtes, sur les dalles, sur les colonnes, sur les obélisques et sur les statues. L'écriture est, sans exception, toujours utilisée pour dater les sites et les objets qui s'y trouvent, même si, dans de nombreux cas, il existe une énorme disparité entre les niveaux de technologie. Comment quiconque peut dire que ces rayures mal faites dans cette incroyable boîte au Serapeum, faite par les mêmes personnes qui ont fabriqué la boîte elle-même? Pourtant, c'est exactement la façon dont nous datons et mettons en relation ce site et ces objets. Au Serapeum, cette boîte est considérée comme la plus précieuse car elle porte des inscriptions. Je préférerais appeler cela ce que c'est, un objet ancien, de haute technologie et d'une valeur inestimable, qui a été hérité, puis vandalisé au burin par une culture ancienne plus tardive et bien moins compétente. Il est peut-être grand temps d'ouvrir les yeux
et que nous utilisions certaines de nos propres capacités de haute technologie pour réévaluer ces lieux anciens afin de nous rapprocher un peu plus de la vérité. Salut, j'espère que vous avez apprécié. C'est la fin de la première partie. La deuxième partie de cette série sera la prochaine vidéo que je produirai. Et nous y poursuivrons notre enquête en examinant certaines des méthodes de logistique et de construction utilisées pour déplacer des objets très lourds. Nous examinerons également ce qui, à mon avis, l'aspect le plus convaincant de la haute précision ancienne, de la haute technologie ancienne, qui est la précision. Nous allons aborder tous les petits vases, la symétrie dans les vases en pierre, les colonnes, les boîtes, les obélisques, les différents aspects de la précision qui sont à la fois mesurables et tout à fait évidents. Dans cette vidéo, je vous donnerai également mon avis sur ce que je pense qu'on voit vraiment lorsqu'on observe tous ces objets de haute technologie et de précision qui sont mélangés avec des travaux plus grossiers et moins précis d'autres civilisations anciennes. Je tiens à prendre une minute pour remercier chaleureusement tous ceux qui soutiennent la chaîne par le biais du modèle Value for Value. Cela représente beaucoup pour moi, c'est la seule raison pour laquelle je peux prendre le temps de faire et d'éditer ces vidéos. Que vous le fassiez par le biais de Patreon, PayPal, Subscribestar, il y a un tas de façons de le faire. Elles sont toutes listées sur uncharted.com/support. Je voulais aussi dire un grand merci à Stéphanie, la mécène de la chaîne Stéphanie. Pour avoir conçu le nouveau logo, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis sur un tas de nouvelles marchandises, je l'utilise dans les vidéos comme vous pouvez le voir. Et oui, c'est super, je ne suis pas très doué pour la direction artistique, alors c'était super d'avoir de l'aide de ce côté-là. Sinon, j'espère que vous avez apprécié et on se voit à la prochaine. Salut!